Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Art et les Manières. Aujourd'hui, je suis avec Liv Delestal. Pour vous redire un petit peu, moi je m'appelle Lucia Passaniti, je suis actrice ou artiste ou tout ce qu'on veut et je me pose plein de questions autour du métier qu'on fait, autour du monde dans lequel on vit et j'avais envie de créer un espace où on pourrait parler un peu de tout ce qui nous traverse réellement en tant qu'artiste, notamment nos angoisses, nos doutes et tout ce bordel-là, parce que je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir s'unir un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous êtes beaucoup à nous écouter. Du coup, Liv, t'es un peu mon coup de foudre amical d'il y a 2 ans. Oh, c'est très bien. C'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment vrai. T'es chanteuse, mais t'es aussi actrice. Tu viens d'une famille d'artistes. Je sais pas s'il faudra qu'on en parle après ou pas. T'as commencé ta carrière avec The Voice. Suite à quoi, t'as vraiment fait de la chanson française, plus classique, on va dire. Et puis, ouais, t'as vu ça un peu. J'ai fait ça bien. Très très bien. Et puis t'as fait un virage à 360. Ouais. T'as complètement disparu pour lancer ton nouveau projet. C'est à peu près à ce moment-là nous qu'on s'était rencontrés. Et t'as lancé ce projet qui est hybride. C'est une rencontre entre la techno et la pop. Moi, quand je te vois, j'ai l'impression que t'as pas peur. Et que t'as trouvé un moyen d'être absolument 100% toi. Et de manière publique, ce qui est pas facile, parce que je trouve que c'est difficile dans les métiers d'image. Rien que pour ça, bravo et je t'admire. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui même? Ouais. Aujourd'hui, non, aujourd'hui déjà, je suis hyper contente de t'accueillir chez moi, ma petite Lucia. Tu es aussi mon coup de foudre amical et ça fait longtemps qu'on veut se voir en plus et papoter. Donc si en plus de ça, ça peut servir à ce joli podcast, je suis ravie. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Effectivement, il y a eu ces 2 dernières années qui ont été 2 années de combat de fou jusqu'à arriver à cette musique-là que je propose aujourd'hui. Donc, en le disant comme ça me crée de la fierté évidemment parce que à l'époque quand j'étais encore dans un bourbier d'un ancien label très enfermant et pas du tout en accord avec ce que je voulais faire, tout ça me semblait impossible ce que je propose aujourd'hui et je te jure vraiment j'avais activé du coup tous les leviers pour partir, les avocats. Ouais. Pendant 2 ans j'ai fait vraiment que de l'administratif pour sortir de cette ancienne major et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui je vois ça comme une petite victoire et il y a quelque chose de beaucoup plus simple dans l'idée de faire de la musique parce qu'elle me correspond. Maintenant, il y a plein d'autres démons aussi qui sont là, évidemment. Oui. À partir du moment où tu touches du doigt ce que tu veux faire et que c'est sincère, t'es très vulnérable, du coup. Oui. D'une autre manière que quand on t'en empêche de le faire. Disons que c'est pas les mêmes combats. Là, je me sens bien entourée, alors qu'à l'époque, je l'étais pas. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est avec moi-même que je dois être bien pour satisfaire tout le reste. Oui. Ouais, je sais pas trop si je me suis bien exprimée. Moi, si tu t'es très bien exprimée, t'inquiète pas. De toute façon, moi, j'ai l'impression que c'est un peu le combat d'une vie, ça d'être bien avec soi-même. Ouais, déjà, quoi qu'il arrive. Ouais. Est-ce que t'as l'impression que quoi qu'il arrive, en fait, on passe notre temps, elle va être hyper triste, cette question. Je vois les grands yeux noisettes de Lucia s'écarquiller. Non, parce que ce que t'as dit, je me suis dit, est-ce qu'on passe notre temps à ça? En fait, on ouvre une porte, et c'est pas facile d'ouvrir une porte quand on est artiste, et finalement, il y a pas tout ce qui nous plaît, donc on referme une porte, on en rouvre une autre, et il y a de nouveau d'autres difficultés. Est-ce qu'on passe notre temps à ouvrir des portes sur des difficultés en tant qu'artiste? Malgré nous, on flirte avec le danger de se regarder, d'être face à notre reflet. Quand on fait une musique ou peu importe l'art qu'on fait, mais on se regarde et à la fois on veut pas se regarder. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire on veut se regarder pour être honnête, pour être transparent face à ce qu'on veut donner. Et en même temps, on se prend une claque de ce qu'on voit. Et on doit être toujours dans ce truc hyper compliqué, je trouve, entre le laisser aller et la maîtrise quand même. Parce que trop de laisser aller n'est pas bon. Parce que c'est s'engouffrer, s'enliser totalement dans le spectre émotionnel qui nous envahit. Et en même temps, trop maîtriser, du coup, c'est dommage parce que quand tu veux être sincère et tout. Donc, bref. Donc, en gros, j'ai l'impression que toutes les portes que tu ouvres, que tu refermes et tout, c'est être sans cesse frotté à notre paradoxe parce que quand on est artiste, on est plein de paradoxes, plein de contradictions et du coup, moi, je pourrais te dire que je souffre un peu d'inconstance, de déséquilibre, que je suis à la recherche d'une forme de paix
intérieure de façon un peu plus régulière, tu vois. Je sais que beaucoup de personnes font, je sais pas, de la méditation, trouvent des choses à côté pour s'apaiser. Moi, je suis toujours à la recherche d'un truc qui, au quotidien, peut m'aider. Comme tu le sais, j'ai une petite chienne à côté qui m'a aidée à un moment donné où j'y voyais plus du tout clair. Et elle m'aide à peut-être juste prendre du temps pour moi, aller me balader, tu vois, l'océan. Et c'est des moments que j'adore et qui, d'ailleurs, quand je vais mal dans mon quotidien à Paris, ça me donne envie de tout plaquer, tu vois, et de partir avec elle, vivre, je ne sais où, à manger des huîtres, enfin, ce qui est complètement ridicule, parce que je n'exercerai absolument rien d'autre que de manger des huîtres, et genre, être pauvre en plus, donc ne pas manger d'huîtres, en fait, tu vois. Donc calme-toi, en fait, tu vois. Donc en fait, tout ça n'est qu'un songe complètement risible. Ça fait du bien aussi de rêver à ça, et de se dire que tu peux rêver à ça, et puis après tu pourrais repartir 2 semaines après sur autre chose, et puis c'est des cycles, et on s'en fout, et c'est bien de se l'autoriser. Oui, bien sûr, et puis on serait si triste, de toute façon, à exercer un métier complètement, monotone, en tout cas dans une forme de constance. Et c'est ça le truc, c'est trouver la paix dans ce métier qui est une boucle d'informations et d'inconstance. Enfin voilà. T'as déjà envisagé ça? Toi, tu parlais de métier normaux, on se ferait chier. T'as déjà envisagé de faire un métier normal? Comme j'ai jamais fait autre chose, en fait, depuis que je suis jeune, je dirais que j'ai 15-16 ans, je fais ça, tu vois, j'ai fait des écoles de spectacle. J'ai arrêté ma scolarité un peu jeune, donc j'ai vadrouillé comme ça entre le chant, la danse, le jeu, et j'ai rencontré plein d'autres artistes, tu vois, entre mes 16 et mes 29 aujourd'hui. Du coup, j'ai pas vraiment fait d'autres études, j'ai pas vraiment eu d'autres possibilités d'essai d'autres métiers, tu vois. Du coup, genre, il y a toujours ce petit questionnement de tiens, qu'est-ce que je sais faire d'autre, en fait. Genre j'aime faire d'autres choses, je le sais, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais faire réellement? Je crois que pas grand-chose, mais j'aimerais bien parfois. Je sais que je suis assez manuelle, donc je sais pas, travailler la terre ou des choses comme ça. Genre, je te verrais bien finir avec un potager un peu concret, tu vois, genre la terre avec mes germes, tu vois, genre faire pousser des trucs, je sais pas. Ouais. En fait, j'ai l'impression que genre le rapport à la terre, c'est quelque chose de très primaire qui peut me faire beaucoup de bien parce que d'un coup il y a une déconnexion avec toi, ton reflet, le regard des autres. Enfin, tu vois, c'est très primitif. Ouais, en fait, juste retoucher à des choses simples. Genre, là, je lis un livre, tu vois, qui s'appelle Son odeur après la pluie. Et c'est plein de petits détails comme ça, sensoriels, genre l'odeur de la terre après la pluie, tu vois. C'est con, mais c'est des choses qui font du bien. Ouais. Genre, moi, j'ai grandi un peu en Italie quand j'étais petite et tout. Et genre, je sais qu'on allait genre se balader dans les montagnes en Toscane. Et après, on allait chercher notre huile d'olive et l'odeur de la bonne huile d'olive. Des choses très simples, tu vois, qui manque parfois à cette urgence de notre vie, c'est un peu cette course effrénée dans le circuit de nos milieux qui doivent aller vite et où tu passes à côté de petites choses simples. Tu vois ce que je veux dire? Oh, que oui. Qui sont juste genre, parfois tu fais un point avec toi et t'es en mode, oh là là, mais juste, de quelque chose de plus naïf de quand on était petit, tu sais. Bah oui, où tu reviens aux toutes petites... Mais en même temps, ce qui est très paradoxal, parce qu'on fait comme métier, c'est flirter avec notre âme d'enfant. Bah c'est ça, mais c'est qu'en vrai, en réalité, c'est intimement lié, parce qu'on fait que ça, on fait que de reconnecter à notre âme d'enfant en permanence, tout le temps. En même temps, pas trop, parce que bon, maintenant, faut quand même contrôler notre image, faut machin, faut ci, faut ça. Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier, j'ai fait que ça. Je suis entrée en religion avec ce métier, et je partais plus en vacances, et je faisais plus rien, et machin. Et à un moment où, en fait, je me suis dit, mais en fait, vie, genre, tu sais, truc tout con, j'avais les cheveux longs parce que, pour une meuf, faut être modelable, donc si t'as les cheveux longs, on pourra te les couper. J'avais pas de tatouage parce que machin, parce que truc. Et il y a un moment où j'ai fait, en fait, non, stop, je vais me mettre à vivre juste, et je vais être qui j'ai envie d'être. Et puis, si ça fonctionne avec le métier que j'ai envie de faire, oui. Mais parce que si t'oublies complètement, si tu perds ton âme, ça n'a plus aucun sens. Et sur les petits trucs, les petites choses, moi, c'est pour ça que maintenant, je le prends dans le voyage. Et dans le fait de partir, et de partir longtemps, et de dire, ciao. Ouais, mais je sais pas si toi aussi tu ressens ça, mais c'est dur de prendre l'initiative de partir longtemps. Ce voyage humanitaire que t'as fait, moi j'ai adoré te suivre à distance, même si t'as tout coupé et tout, en tout cas savoir juste que tu faisais ça, j'ai trouvé ça hyper beau, courageux et tellement important. Et tu te dis, toi en tant qu'artiste,
waouh, je loupé. C'est un peu le FOMO du circuit. Ouais. C'est pas tant le truc des soirées. Ah, moi, je m'en fous un peu de ça aujourd'hui. Genre, quelle soirée je loupe, qui sont les gens que je pourrais rencontrer. C'est les rendez-vous professionnels. Ouais. Tu vois, quand tu sens que t'es en train de toucher un peu du bout du doigt la musique que tu veux faire, les bons plugs de concert, tu vois, les bons programmateurs. Tu vois, je suis à un endroit où c'est un peu genre ce qu'on appelle un peu newcomers, tu vois, en mode, du coup, tu sens que tu dois être là, tu vois, tu dois être performant, tu dois être là au rendez-vous, tu dois être multiple, tu dois proposer sur ton projet plusieurs propositions de ton projet. Genre là, on est en train de monter un set hybride plus club pour que ça multiplie mes dates. Donc, tu vois, et t'es genre, il faut toujours en faire plus parce que c'est dans ce moment-là où il faut passer la seconde. Et du coup, tu peux pas, tu te permets pas de faire des pauses parce qu'on te dit que c'est pas le moment de te le permettre, tu vois. Bah, enfin. Moi, c'est là où tu dis plus tard. Tout le monde nous dit ça. Ouais. Et ce qui se comprend. Et je suis d'accord, dans l'idée, je suis d'accord, il y a plein de gens qui se sont créés comme ça, et le monde capitaliste, il s'est créé comme ça. En fait, l'arrêté des choses, c'est que si tu fais que ça, il y a un moment où tu vas te prendre un mur, t'as plus de recul sur ce que tu fais, t'as plus envie de faire ce que tu fais, et t'aimes plus. Et t'aimes plus du tout. Et en fait, il faut s'autoriser. Tu sais plus où puiser de l'inspiration. Non. Et en fait, il y a aussi cette obligation, cette urgence de produire qui est hyper contradictoire autant qu'on doit prendre pour créer. Pour ne pas dire le mot produire. Oui, pour pas produire, pour que ça devienne pas de la production. Exactement. Juste comme ça où tu fais de la merde, tu fais vas-y, je t'ai sorti un truc, j'ai travaillé une semaine dessus, je sais pas ce que ça veut dire. C'est ça. Par exemple, là, je sais que tu vois, je rentre sur la tournée, qui est ma première tournée d'été, où du coup, je vais avoir des concerts un peu tous les week-ends jusqu'à septembre et parfois même en semaine. Et je suis hyper contente de ça. Évidemment, j'attendais ça depuis tellement d'années. Mais il y a aussi ce truc-là où cet été, je dois aussi écrire mon album. Et je me dis, mais attends, moi j'ai un peu peur, en fait, je sais pas parfaitement ce que je vais dire dans mon album, sauf qu'il faut absolument que tu saches quoi dire dans ton album, surtout quand ton image et tout ton entourage est là à te le demander, que tes concerts se peaufinent, que ton public en demande plus sur l'histoire que tu veux raconter, on t'attend sur un album à ce moment-là, tu vois. Et toi, tu t'es dit, mais putain, est-ce que je vais arriver à vous pondre un album qui m'aura laissé assez de temps, tu vois. Je sais pas. Est-ce que t'as le droit, avec les gens avec qui tu travailles, parce que moi, si tu me dis ça, ce que je te dirais, ce serait de te dire genre, fais ta tournée d'été, en fait, et fais ton album après. Et t'as le droit de faire ça avec les gens avec qui tu travailles ou pas? En fait, tu sais comment c'est-à-dire qu'en fait, j'ai le droit de faire ça avec les gens avec qui je travaille parce qu'ils veulent être sympas et le sont. Mais si je fais ça, je prends du retard. Et prendre du retard... Tu prends du retard par rapport à quoi? Je prends du retard par rapport à la machine qui est lancée sur mon projet, dans le sens où, par exemple, un détail tout con, mais tu vois, je vais faire le Mama Festival à la rentrée. Ouais. Le Mama Festival, ça promouvoit, entre guillemets, une suite, tu vois. Et donc, d'arriver sur une date comme ça, sans avoir d'album... c'est complètement ok, tu vois. Moi, j'ai envie que ce soit ok. Et d'ailleurs, je sortirai pas d'album mauvais, tu vois. Il y aura, si on se rend compte que cet été, je l'ai pas, et je m'en fous, en fait. Je ferai les dates de la tournée d'automne avec pas d'album de près, tu vois. Et je prendrai le temps qu'il faut. Mais c'est juste que tu sens quand même que faut que ça sorte maintenant. Et enfin, mais là, tu vois, on parle aujourd'hui, c'est un jour vulnérable pour moi où justement, j'ai l'impression que genre, j'ai beaucoup de choses à dire, mais que j'ai pas le temps de les dire. Et donc, du coup, je vais être encore plus genre stressée à cette idée-là de pas avoir l'album de près et tout. Peut-être que demain, je reste clair et tout fait tellement de toute façon up and down que du coup je pourrais te tenir un autre discours demain. Mais oui, cette course après la montre et tout, elle existe et je trouve qu'elle est malsaine. Et c'est trop important d'avoir des bulles à soi, des bulles de, je sais pas, des espaces-temps qui nous font du bien, genre trouver son truc à soi à côté de notre art, c'est fondamental en fait. Et avec ça pas, genre. Ouais. Est-ce que justement, pour revenir en arrière, revenir en arrière, pas tant que ça, mais est-ce que tu peux raconter à ta manière à toi la musique que toi tu fais? Parce que pour moi, t'as vraiment créé un truc. Vraiment. Donc, est-ce que si tu devais toi parler de ton projet musical, parce que t'as déjà là un peu abordé, comment tu le ferais? Dans la frustration que j'avais à l'époque, donc j'étais autrice, compositrice, mais la musique, les arrangements ne suivaient pas. C'est pas ça que je voulais faire. C'était d'ailleurs, ça m'était imposé. C'était une pop classique lisse qui va très bien à d'autres personnes, mais qui ne me faisait absolument
rien. Ok, ça me créait pas un poil d'émotion. Je m'en suis rendu compte très vite sur 2-3 concerts que j'ai fait à l'époque. J'ai compris que ça pouvait être un gros long chemin d'angoisse si je continuais dans ce schéma-là. Bref, on en a parlé tout à l'heure. Du coup, je me suis demandé comment faire pour mélanger mon amour pour la musique électronique aux multiples influences, tu vois. J'aime particulièrement la trance et ses sonorités. Je pourrais te dire qu'il y a 2-3 ans, j'ai fait quelques petits festoches un peu intimistes, un peu foulés avec naturistes. J'étais tout nu dans la Drôme, tu vois, des festoches bien queer où tu te sens grave bien, et je découvrais un peu ce que c'était ce monde-là d'être sincèrement soi, peu importe ton corps, comment ils sont tes seins, comment elle est ta gueule, comment tu danses, qu'est-ce que tu vois. Il y avait un truc super free, tu vois. Vraiment comme les premières free que tu fais quand t'es jeune et t'es en mode genre, ouais, t'as l'impression que tu redécouvres la vie, genre, et t'es en mode, je veux trop rester là, je vous aime trop, et tout, tu vois. Sans forcément prendre de drogue ou quoi, t'as une sorte de montée d'adrénaline hyper simple d'appartenir juste à un petit cocon de personnes qui ont l'impression de te faire du bien parce que te regardent pas ou te regardent comme il faut, je sais pas comment raconter ça. Bref, après avoir fait du coup ces petits festoches où genre j'ai été hyper en observation de cette musique-là et de ce public-là, j'ai trop eu envie d'être une conteuse d'histoire dans ce registre-là, c'est-à-dire comment mélanger la mélancolie qu'il y a dans mes mélodies, cette nostalgie qu'il y a dans mes textes et voilà, à cette musique-là qui te prend sans te poser de questions, sans compromis comme ça et qui galope, qui trace et tout. Et j'ai trouvé que ce cocktail il était hyper excitant et humblement je trouvais que personne ne l'avait encore fait dans la scène française, tu vois. Voilà, que j'avais pas d'exemple et j'étais excitée à l'idée de pas avoir d'exemple de personnes ayant déjà proposé un hybride, un cocktail comme ça entre ces deux mondes. Du coup, je pourrais définir une forme de chanson onirique, un peu mélancolique à de la trance, à de la nostalgique trance, tu vois, en français. Ouais. Je sais pas si je t'ai bien C'est très bien. Et est-ce que t'as eu peur quand t'as fait ce changement hyper radical là, parce que faut oser le faire. C'est des vrais choix quand t'as des trucs où t'es lancé un peu pour faire le parallèle, ce serait l'équivalent pour un acteur de quelqu'un qui fait de la télé comme moi par exemple, de prendre les couilles de dire OK, peut-être que je veux plus travailler là. Je veux plus faire de télé. Mais je change du tout au tout, mais je le fais parce qu'il le faut. T'as eu peur parce qu'il y a plein de gens qui pourraient te dire mais c'est complètement con meuf, t'es en place, tout va bien. OK, je comprends. Bah je suis trop chaud que tu me racontes un peu toi par exemple ce turn là ce que ça t'offrait, tu vois, qu'est-ce que ça raconterait dans le milieu du jeu. Je pense que c'est un peu différent. Moi, je pense qu'il y a deux choses. J'étais tellement pas heureuse dans mon projet d'avant, qu'il a même été question d'ailleurs que je change de nom, parce que même si ma carrière elle était pas si développée dans le projet d'avant, il y avait quand même ça existait. Mais j'ai aimé me dire qu'un artiste, c'est avant tout un humain, un petit être qui du coup traverse plein de choses, qui surtout dans cette dizaine d'années, de tes 20 à tes 30 ans, t'as le temps de traverser 1001 émotions, de rencontrer 1001 personnes qui te font vriller, qui te donnent envie de fréquenter d'autres choses, de rencontrer d'autres côtés de ta personnalité. Et du coup, je trouvais ça beau d'affirmer le Livre Délestal, ça reste mon nom, parce qu'en plus de ça, c'est vraiment mon prénom, et c'est vraiment le nom de famille de ma mère. Et c'est une personne qui assume ce coming out musical. Voilà, un peu marrant comme terme. Je trouve qu'il est assez efficace dans la radicalité du truc. Et donc non, j'ai pas du tout eu peur, Lucia, en fait, parce que j'ai tellement galéré pour que ce truc-là existe que quand j'ai officiellement quitté quand j'ai officiellement quitté cette époque, j'avais un peu plus rien à perdre, tu vois. J'étais un peu genre waouh, là j'ai des nouveaux partenaires qui ont l'air de me kiffer. C'est cette musique-là qu'ils veulent. Donc c'est la mienne. Il y a rien qui va être modifié. On avance main dans la main pour produire ça. Mais tu sais quoi, si ça marche pas, ça marche pas. Mais j'ai plus envie d'être avec des mauvaises énergies et que ça fasse le tri
J'en ai rien à foutre si ça doit faire le tri sur mon Insta, si ça doit faire le tri dans mes auditeurs, si ça doit faire le tri tout court. En fait, moi je m'en fous de faire l'unanimité en fait. Oui. Moi j'aime bien les gens clivants. Moi j'aime bien les gens qui ont de l'audace, qui font pas plaisir à tout le monde dans ce qu'ils racontent, qui justement du coup racontent quelque chose. Bah oui. Parce qu'ils ont le courage d'être soi-même en fait, tu vois. C'est donc du coup je me suis dit voilà, je vais le faire, j'en ai rien à foutre. Peut-être que ça marchera pas. S'il y a des gens qui prennent le bateau avec moi, ce sera incroyable. Et si en fait on coule, et ben pas grave, on se relèvera ailleurs, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est trop chouette de voir qu'il y a une tournée, que ça commence petit à petit à se dessiner, parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de cette musique-là, et que ça parle à plein de petites personnes brisées, plein de petites âmes fêlées, comme j'aime bien le dire en concert, parce que c'est ça que j'ai essayé de raconter, en fait. J'avais envie de créer un espace un peu suspendu où les personnes qui ont traversé des violences, des choses difficiles, de l'enfermement, de l'isolement, puissent se retrouver dans cette énergie de cette musique-là qui raconte à la fois avec des textes, des histoires, tu vois. Voilà. Est-ce que t'as toujours voulu être artiste? Genre depuis que t'es gamine? Je pense que j'avais pas vraiment conscience que c'était un métier quand j'étais petite. Ouais. Je faisais pas partie de ces jeunes filles qui font des spectacles à leurs parents, qui mettent le costume de fée et qui chantent Pocahontas et tout. Moi, j'étais pas trop ça, j'étais archi réservée, j'étais pleine de doutes déjà, et j'étais pleine de réserve, pleine de pudeur, et en même temps pleine de petites angoisses. Pas grand chose en fait qui a changé aujourd'hui, à part juste que j'ai compris que dans tout ce bourbier on pouvait en faire quelque chose dans ce métier en fait. Simplement j'ai compris que de toutes ces angoisses, comme j'arrivais peu à les exprimer, je chantais déjà quand j'étais petite, et je me suis dit tiens, j'arrive mieux à chanter qu'à parler quand j'étais petite. Du coup je pense qu'après avoir traversé une scolarité, une adolescence super compliquée, pleine de petites phobies sociales, phobies scolaires, etc. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui a compris, en tout cas, cette petite, je sais pas comment exprimer ça. J'ai eu la chance d'être entourée à ce moment-là, et de pouvoir sortir d'un parcours classique, en fait, tu vois. Et du coup, de m'explorer à des réseaux d'artistes, des cours de chant, de théâtre, de jeu, et du coup je pense que très naturellement ça s'est fait. J'ai senti que ma place elle était là. Ouais. Oui. Tu vois, j'ai pas eu le temps de questionner ni de faire je sais pas, d'autres études. En fait, j'ai jamais rien fait d'autre. C'est quand même dingue, tu vois. Bah, c'est que t'es je sais pas. C'est bien, c'est au bon endroit. Et puis, si un jour tu dois faire autre chose, tu feras autre chose de toute façon, parce que tu suis ton... Mais je te dis vraiment, si un jour je dois faire autre chose, je me vois pas ici en capitale. Ça sera dans la terre. Dans la grosse terre, avec mes 3 staffies et mes créoles et mes gros chiens créoles. Non mais vraiment. Non mais c'est ouf. Je pense qu'il y aura un truc comme ça où genre ce sera beaucoup plus sauvage que quelque chose de... Je te jure. Je vais te retrouver en train de faire des câlins aux arbres. Moi, mon rêve, de vous inviter tous dans ma grande maison avec mes plantations, mes chiens, mon petit bateau. Oui. Que des trucs cool, quoi. Et c'est comment... si t'as pas envie de répondre à ce que tu ne réponds pas, mais les périodes de phobie sociale, donc c'était tout ce que là t'as déjà dit depuis le début plusieurs fois que là t'étais fragile. Oui. C'est quoi ça chez toi? J'aimerais trop arriver à en parler sans que ça me mette mal à l'aise, parce que c'est vrai que c'est dingue, parce que quand j'entends parler des filles, surtout de leurs complexes, de leurs soucis psychologiques, de leur santé mentale, je me sens tellement genre proche d'elles, tu vois, et je me sens tellement proche de leurs témoignages, et ça me fait du bien d'entendre d'autres personnes le dire. Et moi, j'ai beaucoup de mal à exprimer à haute voix les troubles qui m'habitent depuis longtemps. Et je pense que ils sont très présents en ce moment, parce que peut-être que je suis très émue aussi et à fleur de peau par ce qui m'arrive musicalement parlant. Donc avoir
je sais pas, la chance de tourner, la chance de rencontrer un public, d'être au contact avec ces gens-là, ça te rend très ouvert, tu vois, très reconnaissant. Et donc du coup tout est très ouvert, et donc je pense qu'après, quand tu te retrouves seul chez toi, après avoir été très ouvert et très entouré, pour une personne qui peut avoir du coup ce genre comme moi, de phobie sociale, ça me crée un énorme vide qui est très propre à l'artiste qui vit des choses fortes et qui ensuite se retrouve seul chez soi, à être devant son plat de pâtes, à manger seul et à sentir vraiment le poids de la solitude. Et ça m'embête parce qu'avant j'aimais bien, j'étais ok avec la solitude, je me sentais bien seule, et là j'arrive beaucoup moins à l'apprivoiser. Depuis quand? Depuis que je commence à tourner. Je pense que comment te dire ça simplement, j'ai un souci avec j'arrive pas très bien à comprendre mes changements d'humeur, et je suis assez soumise à mes changements d'humeur, c'est-à-dire je peux passer une semaine très heureuse, très stimulée, très productive, très curieuse de l'autre, très investie, que ce soit des sujets du monde qui nous entoure, ou alors dans l'entretien de mes amitiés. Enfin voilà, je peux être très ouverte et très présente, et passer une semaine comme ça à une semaine très isolée, où d'un coup genre j'ai des TCA qui reviennent, des rapports de dysformophobie, des rapports de déréalisation aussi. Donc c'est, pour ceux qui savent pas, c'est très désagréable. C'est des moments où tu as une sensation de sortir un peu de ton corps et de t'entendre parler, t'entendre agir, te voir ne plus être totalement maître de ce que tu fais, donc être dans une forme d'énorme jugement de ta personne, tu vois. Donc c'est comme des bébés schizophrénie en fait dans des journées, tu vois. Et ça chamboule tout, et c'est très difficile à marier à mon projet, des moments comme ça, parce que mon projet il a quand même une comment dire, enfin, j'aime me sentir ancrée dans le sol, tu vois. Dans mon projet, quand je suis sur scène, que je chante mes chansons, j'aime pouvoir les défendre en étant un minimum en phase avec ma tête et mon corps. Et quand je suis dans de telles déréalisations et de tels troubles psychologiques, nerveux, c'est archi dur de comprendre ce que je fais, artistiquement parlant, parce que j'arrive plus à connecter, ne serait-ce qu'un poil, le poil de connexion qu'il me faut pour exercer ce métier. Il est difficile, tu vois. Donc là, par exemple, tu vois, je suis en plein dedans, et du coup, j'ai un concert, par exemple, ce week-end, qui est un concert important, important quoi, pour mon projet, où il y aura plein de gens, etc. Et j'anticipe énormément comment ça va se passer, parce que je suis pas dans une phase de up, et soit tout noir ou soit tout blanc. Les phases tranquilles n'existent pas. Si je suis bien, je suis archi bien. Archi fraîche, je suis archi en forme, je suis hyper stimulée par le moindre détail qui se présente devant moi, tu vois. Même j'ai l'impression que mon cerveau est beaucoup plus drainé, beaucoup plus fort, qui va vite, qu'il est plus efficace, intelligent. Et dans ces phases-là totalement sombres, je me sens, je te le dis, en Lucha, je me sens très bête. C'est très désagréable à dire, c'est un peu même gênant, mais j'ai l'impression que, par exemple, le surplus d'informations que nous offrent, si on peut dire ce mot, les réseaux sociaux, me creuse le cerveau, vraiment, que je retiens rien de ce que je lis, qu'un bouquin que j'ai adoré lire, par exemple, il y a 2 semaines, quand je m'efforce de le relire cette semaine, il y a plus rien que j'enregistre. J'arrive pas à avoir un minimum de concentration, tu vois. C'est très déstabilisant, quoi. C'est des... Je sais pas si tu me comprends. Si, je te comprends. Et j'en veux énormément, du coup, dans ce moment-là, j'en veux énormément à tout, tu vois, à la société, à ce qu'on nous demande d'être, à ce qu'on En fait, c'est un enfermement qui est pas juste, parce que si j'étais seule, tranquille, je sais pas,
Enfin, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire là. Si, je vois, mais c'est aussi parce que les autres sont là que tu ressens tout ça. Oui, exactement. Il y a un truc de surprésence de tout, en fait. Et je me sens très oppressée par la surinformation, en fait. Tu vois. Où d'un coup, je me sens inutile. J'ai l'impression que notre métier est complètement égocentrique. Je vois plus du tout le bon côté de ce qu'on fait, tu vois. Quand je vois ce qui se passe dans le monde et la violence de ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que c'est complètement futile et superficiel, mes petites chansons. Et en même temps, elles font du bien et le divertissement et l'art, il est capital dans les moments où c'est violent parce que c'est ce qui permet de s'évader et que même... 100 fois. Et ça, dans des moments de up, ça me paraît genre évident. Et il faut le faire et c'est presque... vital de le faire, tu vois. Mais dans des moments de down, tu perds le sens et tout, et t'as l'impression que t'as plus trop de potes, tu vois. Je me sens très isolée dans ces moments-là, genre j'arrive plus à répondre à mes potes, j'arrive plus à répondre à ma famille. J'ai l'impression que tout le monde voit que je suis mal. Il y a une grosse paranoïa aussi dans ces moments-là, tout le monde voit que t'as changé, que t'es grave pas en forme, que t'es bizarre, que t'es chelou, que t'as grossi, que t'es un peu blanc, que t'as un souci de concentration, que t'es à côté de tes pompes, que tu vois, que tu demandes à répéter les choses qu'on te dit. Enfin, tu vois, il y a et surtout en fait t'as l'impression que tout le monde le voit, tu vois. C'est ça la déréalisation aussi, le gros complexe de la déréalisation, c'est que t'es plus dans le wagon dans lequel tout le monde est, tu vois. Et ça peut faire des grosses crises d'angoisse. En tout cas, il y a tout le rapport au benzo et il y a tout ce qui va avec. Ça te parle, tout ce que je t'ai dit là. Bah ouais, non, si, je suis très honnête, ça me parle énormément. Déjà, de toute façon, ça me fait des dépressifs. Ouais. C'est pour ça qu'on s'était trouvés, toi et moi, parce qu'on sait qu'on se bat. Et c'est rigolo parce que ce que t'as utilisé comme terme, la déréalisation, c'est un truc que c'est un terme que je connais pas, mais dans lequel je suis très souvent. Et en fait, toutes les vagues dont tu parles, je les connais par cœur. Donc si, ça me parle beaucoup. Et en plus, je trouve que ce qui est dur, c'est que souvent, je trouve qu'on fait des métiers. J'ai l'impression qu'on fait ces métiers parce qu'on est comme ça, parce qu'on a cette sensibilité-là, parce que le reste aurait pas de sens. Mais que ces métiers nous poussent dans nos troubles. Et et que moi c'est ça qui me fait mal parfois. Il y a des moments où je me dis je vais disparaître, je vais couper tous mes réseaux, je vais aller vivre à l'autre bout du monde et je vais disparaître. Moi c'est ça que ces moments-là il me faut. Et en même temps t'as pas le droit. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que t'as pas le droit d'aller mal, t'as pas le droit de machin. Et quand tu vois on parlait de mon voyage humanitaire, j'ai appris depuis peu, après avoir traversé des dépressions de l'espace. J'ai appris qu'on pourrait me demander ce qu'on voulait. Ma santé mentale passera toujours avant. Mais je peux plus t'adapter par rapport aux autres. C'est ça. C'est plus possible. Par rapport au timing des autres et pas le tien. Et pas le mien. Mais tu l'as tellement mieux dit que moi. C'est vrai que, en résumé, en 3 phrases, ces moments-là te donnent envie de ne plus exister sur ce putain de téléphone, de trouver une vie plus simple dans un autre pays du monde, avec d'autres personnes qui t'entourent, qui connaissent qui savent pas ce qui s'est passé avant. Et où d'un coup on te pose des questions qui n'ont rien à voir avec les questions qu'on te pose au quotidien par rapport à notre métier, et d'être dans une paix fantasmée comme ça. Je garde tout mon corps et mon sang qui circule, tu fais le tien, genre c'est ça, c'est exactement ça. J'espère on va pouvoir trouver l'équilibre en tant qu'artiste avec ma petite Manon par terre. Est-ce que tu te souviens, on va revenir sur des trucs plus joyeux, on va revenir on va repleurer après, je suis sûre. Est-ce que tu te souviens de ton premier amour avec la musique, du coup? Un petit peu, on en a un peu parlé, c'est que tu t'es rendu compte que tu chantais mieux que tu ne parlais, enfin mieux. Oui, que je faisais, en tout cas que ça marchait mieux. Mon premier amour avec la musique, tu sais, je crois que c'est des souvenirs très naïfs d'enfance, où je me revois, mon frère et moi, danser, tout petit, tout nu, sautillant sur le canapé de chez mes grands-parents en Italie, sur Mirza, tu vois. Vous avez pas vu Mirza? Tu vois, des moments juste dénudés de tout. Voilà.
Arrête, du coup, arrête. C'est du stop. Pour vous expliquer, auditeurs, on a Pipa qui est donc la chienne de Livre qui est sur le canapé, qui est une chienne très sensible, elle aussi, comme nous. Et là, on est 3 dans le salon, donc c'est beaucoup, et donc parfois elle... 3 meufs sensibles. Attention. Donc, c'est ça. Donc oui, il y a quelque chose de peut-être jeune et familial, et des souvenirs où la musique exalte et rend fou et rend bête et mimi, quoi. J'adore. Juste ça, quoi. Est-ce que tu te souviens de quand t'as... Oula, c'était pas français. Quand t'as vraiment pris la décision d'en faire ta vie. On en a un peu parlé tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est juste fait. Oui, mais ça va nous faire remonter des larmes. Pleurons. C'est bien, ça nettoie. Ah mon Dieu. Bah, je pense que c'est très simplement quand je suis partie dans une sorte de clinique de repos, une forme de cure de désintox quand j'avais 17-18 ans. Et quand je suis sortie, tout le monde avait passé son bac. Et je me suis sentie vraiment très très en décalage de ce qui se passait dans le monde d'à côté, en fait. Dans le monde des jeunes de mon âge qui avaient terminé leur scolarité, qui étaient en bande de potes, qui parlaient de leur futur commun, qui étaient maqués, qui étaient tout traversés par tant d'épisodes de leur vie. C'était pas mes potes, hein, d'ailleurs. J'ai souffert de tout ce qu'on appelle bizutage, tout ça. Du coup, c'était vraiment pas mes potes. Tu sais, comme on est crétin à cet âge-là, donc dès que t'es un peu, j'aime pas ce mot, mais en marge, tu vois, et que t'es pas trop comme les autres, genre c'est vraiment délicieux pour eux de se foutre de ta gueule et de se servir de toi comme sujet de discussion moqueuse et tragique. Mais bon, tout ça pour dire que quand je suis sortie de cette clinique, c'était tellement évident, meuf. J'avais pas eu le droit aux visites pendant un bout de temps quand même, pendant plusieurs mois. Et on avait... Zéro visite? Ouais, 0 visite et pas d'appel. Notre téléphone était pris, il y avait tout un traitement, et j'ai été hyper bien entourée et traitée par des médecins adorables, hein, vraiment des soignants qui sont dans mon cœur encore aujourd'hui, et des personnalités très fortes qui pour beaucoup sont des artistes aujourd'hui qui étaient avec moi en clinique, et du coup j'étais dans une bulle, tu vois. Et j'avais du coup un carnet à disposition dans cette chambre de cette clinique, et j'ai compris ce que voulait dire le rapport à l'écriture, sans parler de format chanson, juste écrire chaque jour ce qui se passe au sein de cette clinique avec ses soignants, ses ateliers. Il y avait des ateliers d'initiation aux odeurs, une sorte de réapprendre à vivre, tu vois, en communauté avec des gens qui avaient vécu des traumas, des dépressions et tout, plein de troubles. Et du coup, quand je suis sortie de là, après avoir été entourée de toutes ces personnes, c'était tellement évident que je pouvais pas retourner dans un cadre normal. C'était genre, je sais pas comment te dire, tellement évident que j'ai compris à partir de ce moment-là que j'allais rejoindre mes potos troubadours. Les farfadets. Moi aussi, je vais aller faire des bolasses. Ça va être trop bien. Allez, le boule de chewing-gum, moi je vais en faire un truc marrant. Voilà. Simplement. J'adore. Et ben c'est parfait comme réponse. Et du coup, tu regrettes jamais? Je regrette jamais. Non, jamais. J'ai compris après, du coup, ce que ça voulait dire bosser. Parce que il y a vouloir chanter, écrire des chansons, être, voilà, très émerveillé par ce début-là, faire ses premières compos et tout. Et aussi, voilà, ce que ça veut dire, de faire sa place, d'apprendre à écrire vraiment des chansons. Et du coup, là, j'ai commencé à travailler. Mais moi, ça me rassure de travailler, tu vois. Ça me met un cadre, j'aime travailler, j'en ai besoin, j'ai toujours l'impression que je travaille pas assez. Et parfois, c'est le cas, parfois, je travaille pas assez. Et quand je travaille pas assez, c'est parce que tous ces putains de troubles dont on a parlé tout à l'heure sont trop envahissants. Et du coup,
t'es trop nombriliste et du coup travailler est difficile, mais le travail me sauve en réalité. Faire mon sac, tu vois, vendredi matin pour partir en Normandie, faire cette date est un move que je sais d'avance important pour me sortir de ce 28 mètres carrés et dont les murs finissent par se resserrer. Exactement. Oh là là, oui. Exactement. Un bon vieux bad trip de LSD. Je l'ai vu. L'angoisse. Voilà. Ouais. Mais ouais, voilà. Tu vas aller sauter sur scène, te lâcher. Mais cette ça musique, va être, elle, tu sais, c'est elle est salvatrice à ce niveau-là. En fait, juste, je sais pas pourquoi je t'ai pas dit ça tout à l'heure, mais cette musique est une thérapie. Oui. Point. Parce que, en fait, aller sauter avec mes grosses chaussures et voir des gens sauter, c'est ma thérapie. En fait, cette musique, et ma thérapie, la musique électronique me fait du bien. Elle défoule, elle fait sortir des choses. C'est pas pour rien, tu vois, que les gens vont teuf danser. Je te parle dans des lieux safe et beaux et inclusifs comme on les aime, tu vois. Mais c'est pas pour rien que les gens aiment se retrouver là le week-end, parce que ça rassure un endroit de transpirer nos douleurs, tu vois, et donc d'être un peu maîtresse de cérémonie de ces endroits-là, de ces espaces suspendus-là, me soigne beaucoup, je crois. Est-ce que financièrement tu t'en sors ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, je m'en sors pas. Et ça peut aussi, pour parler juste plus pragmatique, ça peut être aussi un des problèmes à des moments, enfin comment dire, un des déclencheurs d'angoisse, tu vois, dans notre vie d'artiste. On sait qu'on galère, quoi. On court après l'intermittence quand on l'a. Pour plein de personnes qui l'ont pas, tu vois, ça doit être terrible aussi d'imaginer comment vivre quand on est artiste. Non, mais je sais pas quoi te dire. Je m'en sors pas financièrement. Je m'en sors pas parce que en fait c'est un moment assez schizophrénique entre t'as plein de dates, t'as des rendez-vous professionnels. Tu fais plein de choses, tu dois créer, partager, produire, etc. Et en même temps, bah c'est pas encore le moment où tu gagnes de l'oseille. Ouais. T'as des crédits un peu, des avances de labels sur le dos. Les bébés centimes que tu gagnes te servent à rembourser une avance d'un ancien label que t'as eu il y a des années. Enfin bref, des artistes se reconnaîtront dans ce que je dis. Et du coup, en fait... tu vois pas le jour de quand est-ce que tu gagneras vraiment ta SACEM à toi, de l'argent pour ce que tu fais. En fait, tu fais tellement de sacrifices, tu donnes tellement de toi au début que en fait t'as pas de revenus au début, je sais pas comment dire ça. Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire, je l'ai mal dit, mais tu travailles beaucoup pour très peu qui rentrent. Et là, apparemment, en ce moment, je me demande vraiment comment faire, quoi. Je contacte un peu des potes qui travaillent dans des bars ou des tafs un peu à côté pour comprendre comment je pourrais gagner un peu de l'argent au bac, c'est pour juste graille, faire grailler pipa. Pas manger mon enfant. Voilà. Ne faites pas manger ma fille. Et puis ouais, c'est dur. C'est dur. Moi, franchement, ça mange grave des pâtes et ça met le produit vaisselle dans ma lessive pour faire parfois des machines, tu vois ce que je veux dire. Elle est pas mal. T'inquiète même pas. 2 en 1 meuf. Faut devenir pragmatique, un peu pratique. Non, faut arrêter, hein, c'est de l'eau et du savon. Non, moi, le truc marketing, là, je m'en bats les couilles, j'ai compris. Hop là, un peu de bicarbonate de soude et c'est exactement. Donc, ouais, tu mets du shampoing dans ta lessive et ça marche très bien. Comment tu ne pétas pas dans les magasins quand juste, genre, tu galères à, genre, même, genre, t'acheter du café, enfin, moi, j'en suis là, tu vois, genre, et juste la vie, elle est trop dure. Je trouve ça indécent comment c'est difficile de vivre quand t'es un artiste et que t'es en développement. Et que
et que tu dois faire des concessions et qu'à la fois tu travailles énormément, ce qui est hyper paradoxal parce que genre t'as l'impression que ton pôle emploi te met au chômage comme si tu travaillais pas. Oui, alors qu'en fait tu travailles, tu passes que te déclarer, t'es en mode oui je veux rester chez moi, oui je suis au chômage, et en fait genre tu touches au chômage, c'est ridicule ce que tu touches et tu travailles comme un porc. Ouais, et ça te suffit à peine à vivre et t'es là genre et tout le monde te regarde genre bah ça va, t'as des fonctionnaires hôtel qui te demandent si tu taffes et t'es genre mais gros je taffe de ouf genre mais genre toi tu vois pas ce que je fais, genre ça se comprend pas bien là encore, mais genre et tu reçois pas grand chose, rien t'es en mode on me dit que c'est rétroactif ce que je vais recevoir, mais dans quelle année quand je serai mort. Oui, c'est là tu cotises pour une retraite, t'as rien là, tu sais même pas de quelle retraite on parle. Oui, non, mais alors ça c'est magnifique. Mais t'es en mode les gars, la retraite t'es là genre on n'en aura plus les gars, on n'en aura plus, genre on est en train de faire sauter l'intermittence, on parle de quoi, genre de qu'est-ce qui se passe, genre en mode tu cotises pourquoi, tu comprends rien, genre l'administratif français c'est vraiment genre c'est l'Everest de la complication, donc genre en mode on devrait t'apprendre à l'école comment faire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sort un morceau? Ah franchement, on l'aime plus. Ah ouais? Ouais. Enfin, je sais pas si des artistes se reconnaîtront, mais pour la plupart du temps, tu sors des morceaux qui ont été créés il y a longtemps. Et du coup, quand ils sortent, t'es genre... t'as eu le temps de l'entendre, tu sais, tu l'as travaillé 1000 ans avant... Je sais pas comment dire, quand il sort, t'es fatigué, quoi. T'es un peu genre... C'est pas que tu l'aimes plus, c'est un peu radical peut-être, mais genre... Il est à vous. Il m'appartient plus. Je vous l'offre. J'espère tant qu'il va voyager avec vous comme il a voyagé avec moi quand je le créais. Et si c'est le cas, je suis contente. Si c'est pas le cas, tant pis. Je suis pas trop le genre de meuf à regarder tout le temps les streams, comment ça va, non. Ça fait plaisir quand ça marche, mais si ça marche pas, c'est comme ça. Je sais pas, il t'appartient plus. Ouais, ça c'est fini, quoi. C'est exactement. Il va faire partie de ton show, il va faire partie de ta petite discographie, je sais pas, mais le rapport émotif, il est pas si puissant que ça à ce moment-là. Ouais. Ok. Ouais. C'est rigolo. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être pas pareil avec un film parce que tu l'as tourné, je sais pas, genre. Je sais pas, ça c'est un peu non, je sais pas, ça c'est. Ouais. C'est vrai que moi je préfère la phase de création à la phase en fait c'est ça, c'est que ça t'appartient plus tout le temps donc c'est fait. Ouais, c'est ça. C'est pas la phase que tu préfères le voir sortir en fait. Bah, non, puisqu'en fait tu l'as fait, c'est bon en fait. Puis c'est même chiant d'ailleurs le moment où ça sort parce qu'en fait tu dois faire de la promo, tu dois en parler, tu dois te replonger dans des trucs où t'es là genre ma vie elle a tellement avancé depuis parce qu'il y a toujours tellement de choses qui passent que t'es là genre ouais, puis je dois amuser la galerie, vous dire ce qui vous fait plaisir. Exactement. Ouais, exactement. Je suis assez mais j'aurais pas cru bizarrement que c'était pareil pour la musique. Non, c'est pareil. Et c'est comme toi, c'est-à-dire ce que t'aimes, c'est le moment de la créa, et donc c'est là que t'es tout vivant, tout content. Tu peux t'es animé par ton truc. C'est la genre ce que je fais. Putain, genre, oh là là. T'as une phrase, t'es en mode, oh elle est bien cette phrase. Voilà, cette phrase-là, on l'aime bien, faut la poser. Allez les gars, on la met en musique et tout, t'es content. Mais après, quand elle est sortie, bon, ça fait longtemps que tu l'as écrite, t'es passé par plein d'étapes, le mix, le master et tout. C'est fini. Je trouve que toi, en tout cas, c'est ce qui s'en dégage, t'as trouvé le moyen d'être très libre dans ta manière d'avoir ton image, justement. Et mais ça reste des métiers d'image. Et est-ce que tu penses que la liberté que toi t'as décidé d'avoir, elle est plus difficile pour une femme? Alors attends, repose-moi un peu la question. C'est la liberté que j'ai décidé d'avoir, elle est plus difficile pour une femme. Donc si c'était un homme, est-ce que ça aurait été moins difficile d'assumer cette liberté? Ouais, en termes d'image, même pure et dure, sur tes réseaux entre guillemets trash, qui je trouve ça va dans le trash, j'en ai pas non plus, voilà. Sûr, mais c'est des choses, ça fait depuis à peu près toujours que les hommes, les musiciens particulièrement, c'est pas grave de les voir à moitié à poil, c'est pas grave de les voir un peu dégueulasses, c'est pas grave de les voir. Non mais de fou meuf, en vrai, évidemment que c'est tellement plus difficile. Enfin, et en même temps, ça me pousse à le faire encore plus. Oui. Tu vois, constater cette inégalité là me pousse à encore plus exprimer que ouais, ça c'est mon corps. En fait là je suis en bikini, bah ouais, j'ai envie de bouger en bikini. Bah pourquoi toi tu te mets bien torse nu sur scène en fait? Voilà, parce que t'as chaud.
parce que ça fait 45 minutes que tu joues, t'as envie de te mettre de l'eau partout, tu sues, bah moi de la même manière j'ai envie de faire ça et j'ai envie de me sentir bien si je le fais, j'ai envie de me sentir pas handicapée par le regard des autres, le regard déjà celui que j'aurai moi-même envers moi-même et puis aussi celui que pourront avoir des critiques, des commentaires agressifs parce que j'en ai déjà reçu, tu vois, sentir en fait que j'en ai rien à foutre quoi. J'en ai rien à foutre et j'ai envie de pousser le curseur de j'en ai rien à foutre pour que ça puisse aussi faire du bien à d'autres personnes qui ont envie de se sentir libres et bien dans leur corps. Elle redécouvre maintenant à chaque fois. Parce que plus j'expose en fait cette liberté-là, plus ça va peut-être être dur les premiers moments où je vais, je sais pas, par exemple, visionner des vidéos, je sais pas, avoir le retour sur des live sessions ou sur des concerts, tu vois, où je me suis oubliée, tu vois, où j'ai envie de pousser le truc à fond parce que je m'oublie sur scène, tu vois. Après, le regard sur soi, il est difficile, mais en fait, après l'avoir accepté, je sais pas comment t'expliquer, après l'avoir accepté, je le kiffe encore plus et j'ai envie de le crier encore plus fort, tu vois, pour que ça puisse être je sais pas si c'est un exemple pour les autres ou une envie je sais pas trop comment prononcer ce que je viens de dire, mais ça me fait du bien de pousser les curseurs, en fait. Oui. Tout simplement, ça me fait du bien de pousser les curseurs. Ça me fait du bien de faire des doigts d'honneur au carcan. Ça me fait du bien d'aller au bout de ce que je veux faire, quitte à me prendre des trucs agressent et blessants derrière. Parce que je sais que ça fera du bien à d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien, ouais. Voilà, tout simplement. Merci de le faire d'ailleurs. Je sais pas, mais... Voilà, je te le dis. Merci. En tant que femme, je te remercie. Moi, j'aime quand je vois une femme qui le fait, qui se montre libre, avec franchise et à fond. Genre, je le remarque et je trouve ça sexy. Et je me dis, bah, si moi je trouve ça sexy et ça me fait du bien, pourquoi c'est forcément pas aussi, tu vois. Et j'aime, je soutiens et je veux ce courant-là, tu vois, de femmes. Donc, voilà. T'as le trac, toi, ou pas? Ah ouais. Et à chaque fois, ça me surprend à quel point j'ai le trac. Je me dis, oh waouh, là, tu pourrais même vomir, tu vois. Ouais. Je suis une grande traqueuse, ouais. Ça te porte ou pas ton trac? J'arrive à sentir quand le trac, il est bon. C'est-à-dire quand j'ai le petit truc qu'il faut pour que ça me donne l'adrénaline qu'il faut avant de monter. Et genre, moi, j'ai très mal aux dents quand je suis traquée. Ah ouais? Je sais pas si ça se dit. Ouais, quand j'ai le trac, j'ai toutes les dents qui sont genre en mode... Et tu serres la mâchoire? Fragile. Et c'est comme si genre elles étaient dévitalisées, qu'elles allaient tomber. C'est une sensation hyper bizarre. Ouais. Genre, c'est trop nul. Oh waouh, ça a l'air horrible. Genre, j'ai l'impression que toutes mes dents, elles vont tomber. Et je sais pas, symboliquement, il y a comme un truc comme si j'arrivais pas à chanter, comme si je perdais l'allocution, tu vois, j'arrivais plus à m'exprimer. Oui. Et je sens qu'en ce trac-là, il est au niveau des dents, et il est fort, mais je sens que c'est du bon trac, bizarrement. Genre, je suis en mode, je suis dedans, tu vois, ouais, je suis un peu gainée, j'ai la mâchoire serrée. Et parfois, il y a des tracks qui te mangent un peu tes 3 premières chansons quand tu rentres sur scène parce que t'arrives pas à t'en défaire tout de suite. Et c'est pas grave, tu vois. Mais non, je suis quelqu'un d'angoissé avant de monter sur scène, clairement. Oui. Ça, c'est sûr. De moins en moins grâce à un peu l'expérience. Oui, voilà. Oui, t'arrives à le gérer en tout cas, c'est que tu sais que... Bah oui, c'est ce que tu dis, si déjà il y a 1 an et demi, pour mon premier concert, c'était un truc, mais c'était terrible. Un track que je me dis, mais pourquoi je fais ce métier? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Je suis fou. Genre, qui suis-je? Genre, je suis folle de faire ce taf, genre, de m'exposer comme ça. Je suis tellement peur et tout. Et maintenant, aujourd'hui, c'est moins dévorant. C'est très fort, mais je sais que je vais l'affronter. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Oui, tu sais que tu vas réussir à le surpasser un moment et que donc ça va. Oui, exactement. T'as eu du mal à trouver ta légitimité? À partir du moment où j'ai relancé le projet, par exemple. Avant, après, pendant... Tu la consultes un peu tout le temps. Dans tes moments en solitaire, par exemple. Je sais que je peux avoir des phases où je me compare beaucoup. Du coup... ça fait un peu partie de ces up and down dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans des moments où je me sens pas bien dans les baskets, je vais très très facilement avoir tendance à me comparer énormément et à perdre la légitimité de ce que je fais et à me trouver mauvaise
et pas très intéressante. Et à me dire, merde, il va falloir que je propose quelque chose de plus fort parce que c'est creux. Tu vois, ça peut aller très loin. Ouais. Genre, mais quand je suis dans les moments de up, et que genre je travaille, je vais plutôt bien, je vois mes amis, je fais du son, je fais des concerts, ma légitimité elle est cool, elle est plutôt ok dans le sens où je trouve ma place, je la comprends. Disons que c'est assez nuancé, tu vois, malheureusement par mon état, ma santé mentale comme on dit. Mais pour en faire une petite conclusion, si je me pose 2 secondes et que je repense au parcours, je pense que je comprends la place que j'ai et j'ai envie de l'aimer, tu vois, et d'être un tout petit peu douce avec moi-même et d'un tout petit peu me dire que c'est un peu légitime et que c'est cool, tu vois. Mais c'est un sujet qui flirte constamment avec comment je me sens, tu vois. Ouais. C'est un combat de arriver justement à avoir cette mentalité d'athlète quand tu n'es pas dans une bonne période, ne pas oublier que tu n'es pas là pour rien, que c'est cool, que tu fais ce que tu aimes faire, que ça te fait du bien, que les gens ont l'air plutôt contents, tu vois, enfin, ne pas oublier là, faire un peu un état des lieux comme ça, doux et calme avec soi-même pour juste continuer un peu à rider parce que sinon c'est dur. En fait, faut faire tout le temps des checkpoints comme ça, tu vois, genre, ok, ça va comment, ok, pas ouf, mais vas-y, t'inquiète, trace, c'est des cycles, tu vois, voilà. Très bien. Je suis d'accord. T'inquiète, on arrive à la fin. T'as quel rapport aux réseaux sociaux? Là, je suis dans un mauvais moment. Là. Je supporte pas les réseaux sociaux en ce moment. Je me sens impuissante vis-à-vis de la violence qui se passe dans le monde en ce moment. Je me sens oppressée par ma page, mes publications. J'ai un rapport de rejet immense en ce moment. Et à la fois, je suis la première à quand je fais rien, à ouvrir la page, à regarder mon feed de façon idiote et machinale, sans rien faire. Et genre, il y a un problème. C'est-à-dire genre, il y a un rapport addictif à ce truc-là, que je le veuille ou non, qui existe. Et j'ai le seum, parce que à la fois, je dois être présente, je dois proposer des choses. Tu vois, là, j'ai sorti un morceau tous les 7 du mois depuis janvier. Le pari, c'était que je sois encore plus présente qu'avant. Ouais. C'est-à-dire, cette stratégie, elle a été validée. Mais en échange, on m'a dit, faut que tu postes de ouf, que tu vendes tes chansons. Ouais, tu dois être au taquet. Tu dois être au taquet, propose des contenus, propose des idées, voilà. Montre-nous que t'es à donf et que t'as la dalle, quoi, que t'as faim. Et j'ai essayé de faire ça, genre, je vois que ça a plu à certains de mes partenaires et que ça a eu un peu son effet. Et au début, ça me faisait plaisir, mais là, je suis lessivée de ça et je sens que j'ai lâché un peu le truc là sur ce dernier mois parce que j'ai plus d'idées, je suis fatiguée, j'ai toujours comment dire, cette dualité et ce conflit entre oh putain je les ai pas assez défendues mes chansons donc c'est peut-être pour ça que celle-là a moins streamé et en même temps je suis extrêmement fatiguée et j'ai plus envie de le faire et je sais plus comment le faire et ça me saoule et donc du coup je le fais pas parce que je m'écoute, tu vois. À la fois pour conclure ça, j'ai l'impression que c'est genre indispensable entre guillemets à ce que je fais aujourd'hui, même si attention moi genre j'ai pas TikTok et tout, là j'ai vraiment pour le coup TikTok j'ai dit sans moi, allez-y sans moi, si vous voulez le faire pour moi l'équipe et tout faites-le, mais moi ce sera sans moi, genre c'est pas moi, vraiment c'est pas moi et là ce sera vraiment me travestir et me regarder avec beaucoup de flemme et pas beaucoup d'intégrité parce que c'est vraiment pas moi, tu vois, j'ai même pas l'appli, tu vois. Donc je laisse des autres personnes le faire pour moi. Mais voilà, moi je m'occupe de l'Insta et je sais juste qu'en ce moment, j'ai besoin du spectacle vivant. J'ai besoin de choses qui me connectent à la vraie vie pour juste avancer et me faire du bien et me perfuser un peu de, tu vois, de personnes qui viennent voir les concerts et tout plutôt que d'être sur mon téléphone et à nourrir Insta et tout, genre ça me fatigue et je travaille énormément en ce moment pour limiter ce temps-là, être plus maîtresse de mes actions et du coup ouvrir beaucoup moins genre Insta machinalement, tu vois. Oui, le truc horrible, tu ouvres ton téléphone, tu cliques sur Insta sans aucune fucking raison. Et je suis là et ça fait 20 minutes que je suis sur Insta, voire plus, et je sais pas ce que j'ai vu et je sais pas ce que j'en retiens parce que je sais pas si ça vous fait ça, mais on a l'impression
que quand on est sur Insta et que je sais pas, on tombe sur un média intéressant sur le climat, sur la société, sur le féminisme, ou une publication d'une pote, t'as l'impression que t'enregistres, t'as l'impression que t'apprends des choses, t'as l'impression t'enregistres le truc, tu te dis ah cool, ah ouais. Et en fait, pas du tout. Les gars, tu retiens rien. Ce qui est incroyable, c'est que même des choses que tu trouves intéressantes sur le moment, que tu te dis ah c'est cool, j'ai appris un truc, tu fais ta journée, tu te remémores ce moment où t'as passé plus de 45 minutes sur ton tel et tu sais pas ce que t'as appris, tu sais plus, parce qu'en fait il y a plus la notion de l'effort quand tu fais ça. Genre moi je sais que là je me force à lire en ce moment parce que quand je lis, c'est là que j'enregistre des choses. En fait, genre sans effort, on retient moins les choses. Ouais. Et on est victime de cette mollesse d'esprit. On est victime des réseaux qui nous créent une mollesse d'esprit, en fait. On ne fait plus marcher notre cerveau, genre. Et moi, je souffre de ça en ce moment. Plus que de mon rapport à mon Insta et l'artiste. Je souffre de ce que ça crée sur mon esprit, tu vois. Mon efficacité, je me sens moins vive, je me sens endormie et complètement genre stupide à cause de ça, tu vois. Et bref, du coup c'est un travail que je fais en ce moment parce que ça m'énerve et je pense qu'il faut prendre ces choses-là en main quand tu le sens parce que c'est pas cool quoi. Enfin voilà, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord. Ouais. je suis complètement d'accord. On n'enregistre plus rien, on n'arrive plus à rien, on n'a plus aucune capacité d'attention. On a plus rien. Mais ça c'est hyper intéressant en vrai comme passage d'une interview parce que c'est une conversation que j'ai eue avec Raph hier, Zawi. Oui. Et j'étais très triste hier. Je me sentais très enfermée par rapport à ce sujet-là. Et on en parlait et on était très d'accord lui et moi pour se dire que c'est un réel problème si tu décides pas de prendre le truc en main et de te créer vraiment des limites de temps, d'autres stimulations à côté intellectuelles parce que moi tu vois genre j'adorais lire du théâtre avant, j'étais beaucoup plus érudit, je te le dis, et je lisais beaucoup plus, j'ai l'impression que même que mon vocabulaire était plus riche, plus large, que j'arrivais à avoir plus de rapports et de sens avec mes pensées, tu vois, parce que j'avais plus d'armes et parce que en fait le vocabulaire c'est une arme. Et enfin bref, et même que j'étais plus créative parce que je lisais plus, etc. Et aujourd'hui, genre que ce soit l'urgence du métier, le travail, les déplacements et beaucoup les réseaux sociaux, ça me fait beaucoup moins faire marcher mon cerveau, beaucoup moins lire, et la concentration c'est n'importe quoi. J'ai une concentration parfois j'ai l'impression d'un poisson rouge, tu vois, et je me dis mais gros genre c'est pas possible, tu vois, j'aime pas du tout ça, tu vois. Donc ouais, c'est un vrai sujet qui me met archi en colère et qui me demande beaucoup d'efforts, genre pour sortir de ça. Mais je sais pas si ça vous parle ce que je dis. Si. Mais vraiment, moi, il y a pas longtemps, je me suis dit putain, mais en fait, je suis plus capable d'emmagasiner quoi que ce soit. Et donc pareil, je me suis remise à lire, je lisais plus et tout. Et c'est dur, hein. Et je me rends compte que les moments où j'arrive à vraiment me rééduquer, c'est quand j'enlève Instagram de mon téléphone, ce que je fais une fois de temps en temps, et où je me rends compte, genre, c'est rigolo, j'en ai parlé dans le podcast que je suis en train de monter, je donnais le même exemple, c'est que cet été, j'avais complètement supprimé Instagram et j'étais la seule à lire pendant que tous mes potes étaient sur leur téléphone. Et je suis genre, ah ouais, putain, c'est ouf. Et tout d'un coup, tu te rends compte. Tu vois tout le monde comme as, là. Ah là. De ouf. Ah, c'est horrible. Et c'est vrai que tu retiens rien. Alors, le métro, genre, tout le monde, oui. Le métro, c'est vraiment ça. Et, tout le monde, c'était genre, putain, genre, on est tous pareils. On va finir comme ça, gros. Comme ça, avec des coups, avec une colonne vertébrale qui continue jusqu'au crâne. Non, mais je te jure, Et t'as raison, on ne retient rien. C'est ça qui est fou, c'est que c'est vrai que t'as l'impression de t'instruire quand t'es sur les réseaux, et pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est vraiment dingue à quel point tu crois que tu vas retenir parce que parfois c'est intéressant. Donc tu te dis, là en plus tu te dis tiens, celle-ci elle m'intéresse, vas-y, concentre-toi dessus. Genre je sais pas, même des médecins, des biologistes parler, tu sais, des informations, genre voilà, t'as les sous-titres, c'est condensé, ça dure 5 minutes pour que genre
tu ne déconnectes pas, et encore 5 minutes c'est beaucoup, tu vois, pour Insta. Donc on fait de moins en moins long les trucs pour que ton petit cerveau débile ait le moins de choses à comprendre. C'est là où ça raconte et c'est en mode, les gars, genre aujourd'hui 5 minutes c'est trop long, faut faire 3 minutes, mais parce qu'on est bête, alors non, on va faire 2, ah non, on va faire 30 secondes parce qu'on est idiot, et donc faut que les gens restent, et vu qu'ils restent pas, si ça fait plus de 30 secondes, eh ben on va le faire 20 secondes. Et du coup, toi, t'es là en mode, youhou, j'ai appris un truc de 20 secondes que t'as même pas retenu en plus à la fin de la journée. Voilà, c'est ça la conclusion. Et t'es genre, on va où là? On est devenu, quand tu fais un tas de vieux trucs, c'est horrible. C'est horrible. Et tu te dis, mais en fait, du coup, on n'apprend plus rien. C'est pour ça qu'il faut garder de l'énergie pour parler avec des personnes qu'on aime dans la vraie vie, aller voir des concerts, faire des câlins, garder de l'énergie pour des choses qu'on retient parce que c'est réel, parce que c'est des sensations pas factices, tu vois. Enfin, je sais pas, voilà. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, ça fausse le rapport à l'art? Oui, elle est hyper complexe cette question. Oui, en soi. Je pensais aussi au stream, par exemple, sur Spotify. Tu vois, tu peux voir le nombre d'auditeurs par mois et les streams en dessous des titres. Je trouve que ça fausse énormément. Ça décrédibilise dans l'esprit collectif, tu vois, l'action d'aller écouter un artiste. Parce qu'on va se dire, ah, il y a personne qui a écouté. Ah, flemme, il est pas connu. Horrible, hein. Oui. Mais genre, quel chemin terrible, tu vois, de penser. Oui. Parce que tout ça a mis des classements, ça a hiérarchisé, tu vois, les artistes. Donc, moi, je suis grave contre ça. Ce serait génial qu'il y ait plus ces streams-là et qu'on ait juste écouté un artiste parce qu'on est influencé par les chiffres, on est influencé par les likes partout. Et du coup, genre, ça, je trouve ça pas bien, voilà. Enfin, pour ce sujet-là. Mais du coup, pour revenir aux réseaux sociaux, oui, parce qu'on peut très vite avoir des préjugés complètement idiots sur un contenu qu'un artiste va proposer pour se présenter en tant que musicien, en tant que comédien sur une bande démo, en tant que peintre, je ne sais pas. Alors qu'en fait, peut-être que cette personne n'est pas faite pour déjà être sur les réseaux parce qu'elle aime pas ça, que ça l'oppresse. Que son art ne se résume pas à une vidéo, tu vois, derrière un écran, qui la met peut-être mal à l'aise, tu vois, que en fait, encore une fois, si tu veux mettre en valeur le spectacle vivant, bah va voir l'expo, va voir le concert, va parler avec la personne. Peut-être que voilà, ces contenus ne sont pas représentatifs de ce que cet artiste propose, et je trouve que c'est très réducteur et ça peut être très réducteur et très rapide aussi comme conclusion qu'on s'en fait, et ça c'est dur. Maintenant, encore une fois, on est victime de ce système là, et moi je propose rien d'autre à part que venez au concert et parlons-nous, voyons-nous en vrai et faisons-nous notre avis dans la vraie vie de ce qu'on se dit et de ce qu'on se raconte comme poésie, quoi. Parce que c'est difficile de palper la poésie réellement derrière un écran, je trouve. Mais c'est pas totalement vrai ce que je dis, parce que ça a aidé aussi plein d'autres personnes et c'est aussi un rebond pour plein de gens, tu vois. Et même pour moi, genre à des moments je me dis putain c'est cool, cette chanson elle voyage un peu, alors que peut-être que je la joue pas tout de suite en concert, et les gens grâce à cette vidéo ils peuvent la découvrir, tu vois. Oui. Donc j'ai pas envie de faire un tableau tout noir, tu vois. Oui, parce que ça a du bon, mais ça a du bon et du mauvais, c'est juste ça, on le sait. Je pense que ça peut modifier aussi parfois les projets et les idées reçues, tu vois, sur des projets. Maintenant, aujourd'hui, on est complètement soumis à ça, et il faut essayer de faire la part des choses et d'en prendre le bon. Et voilà. Si tu devais donner un conseil aux jeunes artistes, jeunes dans le sens qui devient un artiste, qui commence, ouais. Qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil? Ne te déguise pas pour être dans un courant, ou dans une mode, ou dans une influence que tu vois passer, juste parce que tu la trouves cool. Ressens le truc, prends le temps de comprendre ce que tu vas raconter, parce que tes grands morceaux finalement, ce seront ceux qui te racontent, et du coup qui auront un message malgré toi un peu universel, parce que ce sera sincère. Prends le temps de comprendre ce que tu veux raconter. Va pas trop vite. Voilà. Est-ce que pour toi l'art c'est politique? Tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure est politique. Tout ce que tu fais, toute activité,
tout divertissement et politique, toute discussion, tu peux pas faire sans maintenant. Tu peux être plus ou moins militant, plus ou moins investi, plus ou moins activiste ou je ne sais quoi, mais en tout cas tu peux pas ne pas te sentir concerné, encore plus quand t'es une femme aujourd'hui et que aujourd'hui j'ai l'impression qu'être féministe c'est être humaniste et être simplement impliqué dans une envie de paix. Moi, tu vois, quand j'ai écrit Amour scandaleux, c'était un message politique pour moi, c'était un point levé vers sans que ça soit officiellement dit dans la chanson, mais c'était un point levé vers la quête, l'envie de n'être que soi-même et de se battre pour les choses qui nous révoltent, c'est de se battre pour les choses qui nous font du mal et qui nous semblent injustes. En tout cas, dans nos chansons, on a des messages et nos messages sont politiques. Peu importe comment tu vas les dire. Quand on est artiste, on est forcément politisé malgré tout. On a des choses à dire. Maintenant, je sais pas comment dire ça. En ce moment, j'essaye de prendre du temps pour moi déjà. et d'essayer de me faire du bien et d'être douce avec moi-même. C'est peut-être ça le point final. Voilà. Complètement lunaire. Magnifique. Voilà. Non, mais oui. Je pense qu'il y a déjà c'est très clair dans le podcast en avant qui pourrait répondre, mais très bien. Mais voilà. Ok. On a forcément tous un message à dire. Voilà. Merci à tous et merci à Manon Vercade qui s'occupe de la direction artistique du... Ah, oh là Oh là là. on dirait pas que c'est mon métier de parler. Ça a fait mal, ça. Je la refais. Merci à Manon Vercade qui s'occupe de la direction artistique. C'était ça le mot du podcast et surtout sans qui ce podcast n'existerait pas parce que j'aurais pas la force et qui me soutient beaucoup et qui me fait beaucoup de bien. Et merci à Hugo de Saint-Gilles qui rend le podcast écoutable. Hugo, on est là. Et voilà, un bisou. Bisous.